Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de vous envoyer avec moi faire un petit tour en randonnée. Donc on va aller à la découverte des plantes sauvages comestibles. Je vais m'accorder une heure et demie de promenade juste dans les alentours et je vais vous montrer tout ce qui peut être trouvé voilà, en une heure de randonnée en gros, quoi. Et donc cette fois-ci, j'ai décidé de chapitrer la vidéo parce que c'est possible que ça dure un petit peu longtemps. Euh, c'est vrai que si j'identifie 10, 20 plantes ou plus, ça va vite devenir rébarbatif pour vous. Vous n'avez peut-être pas envie de vous faire une heure de Simon Experience d'affilée, quoi. Donc tout ce chapitrage sera disponible dans la description. Il vous suffira de cliquer sur le nom de la plante qui vous intéresse. Je ferai un descriptif assez sommaire, dans la mesure où il y a déjà beaucoup de chaînes qui parlent des plantes sauvages comestibles. Voilà, je viens pas pour concurrencer, je viens juste vous montrer ce qu'il est vraiment faisable, ce qu'il est vraiment possible de trouver, pardon, juste comme ça, au pied de chez soi, quoi. Et en fin de vidéo aussi, je ferai une petite conclusion rapide, juste pour vous expliquer ce qui est viable, ce qui ne l'est pas. Est-ce qu'on peut vraiment survivre comme ça à l'année en se nourrissant uniquement de plantes sauvages comestibles? Est-ce que tout le monde peut le faire? Qu'est-ce qu'il en est pour les treks bushcraft? C'est vrai que cette vidéo va être un petit peu orientée dans cet axe-là. C'est-à-dire que moi j'aime bien partir une semaine en survie, juste avec le sac à dos, couteau, machette, sac de couchage, quoi. Et je me débrouille comme ça à vivre avec ce que je trouve. Donc ce petit guide sera plutôt pratique si vous êtes dans cette optique-là. Oui, autre chose aussi, n'hésitez pas à laisser des commentaires, peu importe qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est pas trop la question. C'est que dans un commentaire, en fait, les informations que vous allez apporter vont pouvoir servir à tout le monde. Parce que évidemment, je ne vais pas penser à tout, je vais aller sur quelque chose de très résumé, donc si vous avez des précisions à apporter qui peuvent servir, voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, les commentaires sont là pour ça. Voilà pour ça, n'hésitez pas non plus à regarder les autres vidéos que j'ai faites sur la chaîne, s'il y a des choses qui vous intéressent évidemment. Donc tout ça est scindé en deux chaînes. J'ai une partie livre audio de Qigong et voilà, une partie un petit peu plus matérielle technique, celle sur laquelle vous êtes. Voilà, je pense que tout est dit. Et bien sur ce, bonne promenade. Alors pour ce qui est des règles de cueillette, je ne vais pas vous donner de règles à proprement dites. J'estime que vous savez faire preuve de bon sens. Vous vous intéressez à la cueillette sauvage. Voilà, j'en déduis que vous avez déjà un certain rapport à la nature et au vivant. Donc, règle de base, c'est tout simplement le respect, la conscience, l'analyse de son environnement. C'est des petits principes simples, comme par exemple ne pas ramasser d'espèces protégées, se renseigner sur le lieu où vous allez, question d'hygiène sanitaire, attention à la pollution, attention aux éventuelles maladies ou parasites aussi, hein, qui peuvent être logés dans les plantes. Donc voilà, c'est très simple, je vous invite tout simplement à faire preuve de bon sens avant une cueillette. Et donc on va commencer ici tout simplement à mes pieds. On n'en parle pas beaucoup de celui-là. Alors c'est un crépide, on l'appelle crépi aussi. Il n'est pas encore en fleurs, n'est pas sans rappeler le pissenlit. Et d'ailleurs, comme son ami pissenlit, tout se mange, tout est bon. Donc pour le crépide, c'est les feuilles en salade, les tiges tendres, et la racine aussi. La racine aussi se mange. Alors bien entendu, tout est meilleur au stade de jeune rosette, mais là c'est encore très viable.
Donc voilà, le crépide, tout est bon. Il est légèrement plus amer que le pissenlit. C'est la seule nuance. Donc ici, le plus flagrant, au-dessus de la maison des fées, le nombril de Vénus. Voilà, lui aussi incontournable, à consommer sans modération. Alors, je reprécise quand même, hein, quand je vous dis à consommer sans modération pour toutes les plantes, soyez respectueux. Moi, je ramasse jamais plus d'un tiers de ce qui se trouve à m'apporter. Il faut laisser voilà, la part pour les animaux, la part pour la plante elle-même, voilà, qu'elle puisse se reproduire. N'allez pas tout saccager et déraciner. Donc voilà, si vous tombez sur des coins tapis de nombril de Vénus, ben, allez-y, c'est bon tel quel. Vous pouvez faire des petites vinaigrettes au miel pour aller avec, hein, c'est extra. Les tiges sont pareil, fraîches, juteuses. Voilà, à consommer un petit peu comme des asperges. Et c'est vrai que c'est même très réhydratant, hein. Ça m'est déjà arrivé d'avoir oublié mon eau voilà, loin du campement. Crever de soif en plein cagnard, bah, ça m'a bien sauvé. Alors une sauvage comestible très abondante qu'on oublie et qu'on néglige souvent, c'est la ronce. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans la ronce, il n'y a pas que les mûres qui se mangent. Alors regardez, quand on a des jeunes pousses comme ça va, les piquants sont encore tendres, on a une belle section de tiges là, et ben ça on le mange. C'est assez bon, alors évidemment ça a un côté astringent. Alors comme tout ce qui est astringent, hein, vous le croquez une fois, vous salivez, et la deuxième bouchée est déjà beaucoup plus agréable. Et sinon évidemment, hein, si vous êtes un peu plus délicat, bah, y a les versions cuisinées. Donc soit vous en faites des confitures, à l'instar de la rhubarbe. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Les tremper dans un petit peu de sucre. Enfin ça après c'est à vous d'assaisonner, hein. Moi personnellement je les mange comme ça. Alors, je vous montre un petit peu. Voilà, vous voyez ça casse net. Allez, mise au point, fais-toi. Bon, j'arriverai pas à avoir une image plus propre. Voilà, je vous montre comment je pèle ça. Voilà, un petit repas sauvage comestible par excellence. Grâce aux ronces qui sont, ma foi, très abondantes. Donc là, même les jeunes pousses, hein, vous pouvez évidemment les manger aussi. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Hop, vous voyez, ça se pèle tout seul. Il suffit de prendre un petit bout. Voilà, vous tirez et vous avez accès au cœur, bien tendre. Hop, petite épine oubliée. Et voilà le boulot. Donc voilà, plus qu'à croquer. Ouais, délicieux. Alors celle-là, elle est même pas astringente. Elle est douce, juteuse, c'est frais. C'est plein de glucides aussi, hein, donc très intéressant, hein. Quand vous faites des petits treks de survie, en forêt, hein, des fois, c'est vrai que si vous partez une semaine ou deux sans nourriture, bah voilà, ça vous pouvez en compter,
Vous remplirez facilement l'estomac avec. Qu'avons-nous encore ici? Alors ça c'est un cirse, alors je ne sais plus lequel, peut-être le landanifère, enfin je ne vais pas m'avancer, mais de toute façon tous les cystes comme ça qu'on a au nord de la Loire, les chardons aussi sont comestibles. Il n'y a que les chardons d'ornement ou 2-3 chardons un peu spéciaux peut-être qu'on rencontre pas vraiment ici, qui sont toxiques. Sinon pour tous les autres c'est un vrai régal. Alors évidemment il protège son délice par des épines. Donc là-dessus, j'ai été surpris par les racines. C'est presque plus intéressant que la carotte. Au moins c'est facile à cultiver. Il y a une énorme racine pivot qui, ouais, sur un spécimen comme ça que j'ai déterré, je sais plus, la racine faisait quelque chose comme 2 cm de diamètre pour 50 de long. Et ben je l'ai croqué jusqu'au bout. C'était même pas filandreux. Un vrai délice. Donc ici, voilà, je vous montre un petit peu les parties aériennes intéressantes à manger. Ça va être la tige. Alors, désolé mon petit, là, c'est pour la vidéo. Je vais juste me faire une base, parce qu'évidemment, je suis sorti comme ça en improvisation, j'ai pas pris de gants avec moi. Et voilà, une coupe nette, pour plus lui faire mal. Je vous montre comment je le pèle après. Donc voilà, pour peler la tige, on va procéder de la même manière que j'ai fait tout simplement pour la ronce. Donc voilà, on va essayer de ne pas se piquer. Vous voyez, ça vient tout seul. Donc là, voilà. Je prends comme ça. Si vous avez un économe, c'est le top du top. Hein. Là au couteau c'est un petit peu plus fastidieux, mais avec un coup d'économe, vous enlevez la bonne épaisseur de peau. C'est celle-là qui contient les fibres un petit peu désagréables en bouche. Alors le cœur, hein, c'est incomparable. Goûtez-le. Celui du cirse. Hein. Les chardons, c'est bon aussi, mais non, les cirses comme ça, c'est un vrai régal. Voilà, c'est hyper tendre, c'est fin au goût, juteux, frais. Ça, je préfère presque ça à l'asperge. Hein. Vous trempez ça dans la mayonnaise comme ça. Voilà, plus qu'à croquer. Voilà, donc un petit morceau. Ouais, délicieux. Il n'y a aucune amertume. Niveau santé, je sais pas trop. Ça peut pas faire de mal. Et là, voilà, les jeunes parties comme ça, elles sont vraiment tendres. Il y a très peu de fibres. Hop, voilà. Vous voyez, c'est bien souple. Donc ça, on peut en manger en grande quantité. Hein. C'est pareil si vous faites de la survie en pleine nature. Le chardon, faut y penser. Tout est bon. L'ortie, évidemment, hein, plus que voilà, plus que connue. Enfin, elle est plus vraiment à présenter. Bon, moi je me permets de la toucher comme ça. Je suis pas très sensible aux piqûres. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut la saisir fermement. C'est si vous l'effleurez que la morsure chimique se fera sentir. Donc l'ortie, voilà, c'est ouais, à toutes les sauces, quoi. Vous pouvez y aller. Surtout au printemps, là, elles sont riches, très riches en minéraux. Vous pouvez vous refaire une petite cure en septembre, quand la deuxième fournée ressort de terre. Donc voilà, vous pouvez récolter les graines. Je ferai peut-être un petit topo là-dessus, tiens d'ailleurs, sur la préparation des graines d'ortie. Bref, l'infusion des racines est très bonne aussi contre les rhumatismes. Là aussi,
Rien que dans le petit mètre carré, là, il y a énormément de plantes comestibles et médicinales. Donc ici, celui que vous voyez là, il est très commun. Regardez les feuilles, sont douces, un peu poilues. Donc ça c'est du silène. C'est aussi une excellente comestible. La base des fleurs à ce stade est assez riche en nectar. Vous pouvez sucer le bout ici, comme pour le chèvrefeuille. Voilà, donc ça c'est très très bon. Les feuilles aussi, hein, évidemment, en salade. Alors ça a un goût haricot, mais très vert, assez chlorophylien. Voilà, bonne comestible incontournable. Alors, au pied ici, que voyons-nous? Celui-ci, c'est le lierre terrestre. Alors, il est considéré comestible, hein, bien sûr, mais son parfum est très puissant, à garder plutôt en aromatique ou en médicinal. Donc c'est un très bon tonique, hein. C'est vrai que pour l'hiver, les infusions, là, ça vous sauve la vie quand vous avez des problèmes un petit peu ORL, asthmatico, je ne sais quoi. Enfin, toute cette sphère respiratoire là sera très bien traitée avec le lierre terrestre. Alors, je bouge encore un petit peu. Celui-là, très bon aussi. Alors, on y pense assez peu, hein, mais c'est le laitron maraîcher. Donc il y en a plusieurs. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas du chardon. Il se fait passer pour un chardon comme ça, hein, mais ça n'en est pas un. Et au niveau du goût, je dirais qu'il est vraiment plus proche du pissenlit. Et c'est très bon. Franchement, en salade c'est extra quoi. On sent même pas vraiment les pseudo-piquants. Mais je vous en montre une autre variété ici. Alors, je les cultive pas exprès, hein, faut pas croire. Je laisse la biodiversité tout simplement. Donc ça, voilà, c'est toujours un laitron maraîcher. Alors, maraîcher ou pas, peut-être que je me trompe, mais c'est un laitron qui est parfaitement comestible. Voilà, les feuilles sont douces, tendres, croquantes. Voilà, et derrière la petite amertume, il y a un côté presque sucré, qui est vraiment agréable. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le gaillet gratron. Donc à manger tel quel, c'est un petit peu compliqué, hein. Certains utilisent les fleurs pour aromatiser les tartes. Il y a un très bon parfum. Sinon, en infusion, c'est un très bon drainant du système lymphatique. Voilà, enfin, après, vous pouvez en manger un tout petit peu comme ça, hein, mais vous avez juste l'impression de rouler une pelle à un chat, quoi, hein. Donc voilà, le mode infusion, préparation, convient très bien au gaillet. Là, qu'est-ce qu'on a? Un grand classique, le géranium herbe à Robert. Alors, lui aussi est comestible, mais le goût est vraiment très puissant, hein. Ça peut vite devenir écœurant. Donc c'est pareil, vous n'allez pas vous en faire des plâtrés, ça va pas être le composant majeur dans une salade. Mais voilà, c'est une très bonne aromatique aussi. Au niveau des vertus, je ne sais plus. Comme ça, à sa tête, je dirais qu'il y a un lien avec le sang. Voilà, je confirmerai en description. Voilà, encore un laitron maraîcher. Celui-là a des feuilles un petit peu différentes que ouais, son voisin. Voilà, celles-là sont un petit peu plus coriaces, mais encore très bon à ce stade. Vous trouverez un peu partout le laitron comme ça.
Alors encore quelque chose de très commun, auquel on ne pense pas souvent, et qui pourtant fut un temps, avant la découverte des nouveaux légumes d'Amérique du Sud, il était cultivé, le bugle rampant. Donc en plus d'être très joli, regardez, on peut pas trop se tromper, hein. Surtout voilà, la tige carrée comme ça. Donc là vous mangez tige, feuilles, fleurs. Alors cru ou cuit, c'est vous qui voyez. Et le goût est, ouais, c'est assez fin, c'est tendre. Alors moi personnellement, dans les soupes, je le préfère cuit. Mais cru, ciselé dans une salade, voilà. Allez-y. Le bugle rampant. Très intéressant, je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Alors celle-là, c'est une pulmonaire. Alors, classée comestible aussi, il me semble, plus médicinale, voilà, et comme son nom l'indique, hein, en vertu pour soigner les poumons. Mais comme elle est de la même famille que les consoudes, bourraches, myosotis, enfin les borraginacées, je dirais comestible oui, mais avec modération. Parce que la consoude, hein, évidemment, tout le monde la considère comestible. Moi le premier, hein, j'en fais des beignets. Mais faut y aller avec parcimonie. Il y a un côté quand même alcaloïde, hépatotoxique. Donc voilà, si vous voulez pas vous bousiller le foie, bon, moi j'ai mes petites astuces, je prépare pas mal de chardon-marie aussi. Donc le chardon-marie, hein, je ferai un petit topo carrément sur sa culture, un de ces quatre. Alors, ça si je ne me trompe pas, ouais, ce sont des véroniques. Alors, comestibles aussi, mais bon, elles sont tellement belles et peu nombreuses qu'on préfère ne pas y toucher. Disons qu'on va nourrir notre esprit et nos sentiments plutôt avec, plutôt que la panse. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, alors ça c'est de l'arôme sauvage. Alors, je sais qu'il y en a qui consomment le bulbe en le détoxifiant. C'est quelque chose que moi je ne fais pas. Je n'y touche tout simplement pas, parce que le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle. Faut le râper fin, le faire bouillir longtemps, changer plusieurs eaux pour le rendre consommable. Bon, franchement, il y a d'autres sources d'amidon faciles à trouver. Là, voilà, un beau géranium herba Robert. Voilà, je reviens pas dessus. Je voulais juste vous le remontrer, celui-là est vraiment bien étalé. Alors du côté des toxiques, la ciguë, voilà, elle est tristement célèbre. Donc si vous n'êtes pas expert en plantes, je vous conseille de ne pas jouer avec les ombellifères, tout simplement. À part la berce voilà, qu'on peut vraiment pas rater, mais voilà, si vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ressemble à de la carotte sauvage, vous n'y touchez juste pas. Donc ça c'est une ciguë. De toute façon, il y a quelque chose de flagrant, c'est le parfum qu'ont la plupart des plantes toxiques. Si vous froissez les feuilles, il y a vraiment une odeur vireuse qui vous dit ne me mangez pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore là? Ça aussi, je crois que c'est du sénesson. Très toxique aussi, hein, surtout pour le bétail. Voilà, il va falloir le débroussailler. Oh, super. Là, on a une porcelle. Les fleurs sont pas encore ouvertes. Je vais essayer de vous trouver un plus beau spécimen. La porcelle, ouais. Très très bon aussi. Voilà. Elle ressemble
un petit peu au pissenlit, mais en version feuille poilue. Et c'est beaucoup plus charnu aussi, hein. Donc, dans une salade, le goût sera équivalent au pissenlit, mais au niveau quantité, ouais, vous en aurez beaucoup plus en bouche, quoi. Encore dans les toxiques, là, je vois, ouais. Ça, c'est de l'onante safranée. Ouais. Vas-y, montre-toi. Voilà, encore une ombellifère toxique. L'onante, hein, n'y touchez pas. Voilà. Et c'est pareil, de toute façon, vous froissez les feuilles, il y a une espèce d'odeur d'amande amère, vireuse, voilà, qui vous dit aussi ne me mangez pas, je ne suis pas bonne. Ou alors je suis bonne, mais seulement une fois. Ah, le fameux pissenlit. Incontournable. Dans le pissenlit, tout est bon. Avec les fleurs, on fait la cramaillotte, les feuilles en salade, et quant à la racine, si elle est tendre, vous pouvez la manger comme les carottes. C'est un peu amer, hein. J'avoue qu'il y a un latex qui n'est pas extraordinaire dedans. Mais vous pouvez aussi les sécher, les moudre, en faire des infusions, c'est très riche en minéraux. Voilà, pour les cures de printemps, reminéralisation, 1, 2, 3, voilà le pissenlit. Vous pouvez même torréfier la racine pour en faire une sorte de café. Café de pissenlit qui est, ma foi, pas mauvais. Ah, donc là, voilà, un beau spécimen de porcelle que je peux vous montrer. Donc, très facile à reconnaître, hein, c'est la fleur du pissenlit. Donc les fleurs de la porcelle se mangent évidemment. Et ce qui va nous intéresser, c'est évidemment la rosette. Regardez ça, c'est ouais, extra. Celle-là est vraiment très bien fournie, hein. Donc le côté un peu poilu des feuilles n'est pas vraiment dérangeant, hein. Une fois que vous avez mis une petite vinaigrette, il n'y a pas de problème. Vous la consommerez voilà, de la même manière que le pissenlit. Les vertus sont assez similaires. Voilà, à tester en détail, hein, mais c'est reminéralisant, hein, ça il n'y a pas de doute. Quant aux racines, je ne sais pas. Je vous avouerai que j'ai jamais essayé de déterrer un plant de porcelle. Les feuilles m'ont toujours suffi. La fameuse benoîte. Regardez. Voilà, elle est facilement reconnaissable aussi, hein. Donc la benoîte, bon, on peut manger un petit peu de feuilles, mais c'est pas ça qui va nous intéresser. Pour la benoîte, c'est les racines, surtout qu'on utilise, et elles sont très aromatiques. Il y a vraiment quelque chose de frappant qui rappelle le clou de girofle. Bon, là, je vais pas aller l'embêter parce que j'en ai pas besoin. Quand vous la déterrez, vous verrez plein de petites radicelles. Donc, vous laissez sécher, vous rincez, évidemment. Ensuite, vous passez ça au moulin à poivre. Et voilà, vous avez un épice très intéressant. Qui, comme le clou de girofle, a aussi quelques vertus, beaucoup moins importantes, hein. Si vous avez mal aux dents, ne comptez pas sur la benoîte. Par contre, elle a des propriétés antiseptiques et fébrifuges. Voilà, en cas de maladie, elle peut vous apporter quelque chose d'un peu tonique. Une petite sympathique là qui pousse toute seule aussi, c'est la cardamine. Donc il en existe plusieurs variétés, hein, de cardamine, et toutes sont très bonnes, hein, évidemment. Alors, on voit pas très bien, là c'est les graines
que j'essaie de vous montrer. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon, j'ai raté le moment de la floraison pour vous montrer. Mais la cardamine, très intéressante. Elle a vraiment un goût de cresson ou de moutarde. Enfin, on est dans ces eaux-là. De la roquette. Enfin voilà, on est sur les plantes un peu soufrées. C'est voilà, c'est très très bon. Ça, vous pouvez y aller en veux-tu, en voilà aussi dans les salades. Donc si vous n'avez pas peur du côté poivré de la roquette ou du cresson, ben voilà, les cardamines comme ça, voilà, vous pouvez tout manger. Petit rappel, hein, benoîte, cardamine. Donc cardamine en fleurs cette fois-ci. Vous voyez, on voit le 4 pétales, hein, une crucifère. Encore un autre spécimen ici. Voilà, donc tout ça c'est très très bon en salade. Hein. Encore un peu de benoîte. Enfin voilà, il y a vraiment tout dans la nature. L'oseille. Voilà, très bonne comestible aussi. Donc l'oseille, bon, vous la connaissez. Évidemment, richesse en acide oxalique, hein, donc ne forcez pas dessus. Ce qui est agréable par les temps, on va dire, estivaux et chauds, c'est de sucer la tige. Voilà, vous prenez la tige, vous la croquez, ça vous ramène de la salive. Ça coupe un petit peu la sensation de soif. Voilà, est-ce qu'on voit mieux? Voilà. Donc les fleurs d'oseille. Très facile à identifier et à reconnaître. Là, on est autour de mon bélier hydraulique, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. À côté, ici, il se trouve que j'ai un tapis d'ail des ours. Donc l'ail des ours, là, bon, on est tard pour la récolte, hein, mais voilà, tout est très bon aussi dans l'ail des ours. C'est très abondant. Voilà, enfin il est incontournable, hein, je ne vais pas m'attarder sur sa description. L'ail des ours, tout le monde le connaît autant que l'ortie. Je m'éloigne un petit peu. Je vais essayer de ne pas tomber. Hop, voilà. En plus de l'ail des ours, on avait une belle que je voulais vous présenter. Vous l'avez déjà vue. Alors c'est la fougère scolopendre. La langue de cerf. Regardez bien ces détails. Voilà, elle n'a pas encore fait ses spores, donc ce serait un bon moment pour la récolter. Donc évidemment, récolter quelques feuilles et laisser la souche. Donc on l'appelle aussi herbe à rate. Alors pourquoi? Ben voilà, tout est dit je pense. C'est un très bon tonique de la rate. Voilà. Donc au niveau médicinal, pensez-y si vous avez des problèmes de digestion ou autre. Alors par contre, pour s'en faire une salade, personnellement je trouve que les feuilles sont quand même assez coriaces. Ça se fait, hein, mais faut penser à ciseler ça très fin. Sinon ouais, vous aurez des fibres en bouche, vous voudrez pas y revenir. Pour le côté médicinal, c'est séché en infusion. Voilà. Séché ou frais d'ailleurs, hein, mais au moins sec, vous pouvez la conserver toute l'année. Ici, quelques sauts de Salomon.
Alors le saut de Salomon, honnêtement, je ne sais pas trop. Moi, je le consomme pas, j'y touche pas. Je les trouve jolis. Peut-être que ça se mange, mais voilà, je suis pas renseigné sur le sujet. Donc ici, vous avez un petit tapis d'oxalis. Bon, les oxalis, hein, c'est du bon comestible aussi. Vous le consommerez de la même manière que l'oseille. Évidemment, le goût rappelle l'oseille. Voilà, c'est l'acide oxalique, hein, qui donne ce petit goût. Avec une note un petit peu citronnée. Donc ça vient très bien en condiment, hein, dans vos salades. Évidemment, comme pour tout le reste, n'en abusez pas. Surtout si vous avez des problèmes rénaux. Très sympathique aussi, nous avons le polypode. Donc cette fameuse fougère qu'on voit un petit peu partout, hein, pousser sous la mousse. Donc le polypode ou réglisse des bois. Alors, l'appellation réglisse des bois, pour moi, c'est surfait. Il n'y a qu'une seule fois dans ma vie où j'en ai goûté et que j'ai trouvé ça bon et sucré. Mais sinon, ça a un goût très puissant. Mais regardez, voilà, c'est la racine, hein, qui va nous intéresser, hein, le rhizome. Je ne vais pas lui faire trop de mal, mais voilà, ils sont souvent de bonne taille. Voilà, vous voyez la couleur de la chair. Donc ça, c'est tendre, c'est croquant, c'est tout ce qu'on veut, mais le goût est waouh, d'une puissance inouïe. C'en est presque dérangeant, mais par contre, pour cuisiner, pour aromatiser quelque chose, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc sinon, elle a des propriétés vermifuges, comme beaucoup de fougères, mais celle-là est intéressante. Disons qu'il n'y a pas de toxicité du tout au rhizome, puisqu'apparemment, on donnait même ça à sucer aux enfants au siècle passé, hein, à l'instar des bâtons de réglisse, hein, qu'on a l'habitude de mâcher. Donc voilà, le polypode des bois. Donc là, avec le petit butineur sympa qui s'amuse, on a affaire à l'iris des marais. Alors, pourquoi je vous montre l'iris des marais? C'est pas du tout comestible. Par contre, il ressemble vraiment beaucoup dans les plantes aquatiques à la macette. Et donc la macette, elle, c'est vraiment une excellente comestible. Vous pouvez... on peut vraiment tout faire avec la macette. Rien qu'avec les pompons, vous pouvez faire de l'allume-feu, vous pouvez vous isoler un petit peu. Voilà, faire des oreillers bien rembourrés, une fois décompactés. Les jeunes tiges, le rhizome se mange, il est très tendre, avec un goût presque de cœur de palmier. Voilà, c'est plein de glucides, enfin c'est ouais, beaucoup d'avantages à la macette. Les fleurs aussi de la macette se mangent. Bon, je pense qu'il faut faire une cuisine un peu particulière. J'ai pas cette patience, hein, honnêtement. Donc je me contente de manger les rhizomes et les jeunes cœurs. Donc ici, j'ai une petite zone, on va dire marécageuse avec circulation d'eau. Et là, ce que nous avons, c'est du cresson. Et ça, c'est de la macette. Voilà. Cresson, macette. Voilà, le cresson, est-il vraiment utile de faire un speech dessus? Donc, crucifère, voilà, 4 pétales. Regardez avec quelle facilité il s'enracine dans l'eau. Donc là, il suffit de collecter tout simplement voilà, une petite bouture, hein, vous la laissez au verre d'eau. Trouvez votre coin d'eau stagnante. Enfin, stagnante. Il faut qu'il y ait une circulation, il ne faut pas de putridité.
Regardez, belle racine. Donc le cresson, hein, voilà, excellent. J'ai même été surpris, quelqu'un m'avait une fois fait un potage. Alors, poire, cresson, ça semble improbable comme ça, mais faites un velouté, voilà, moitié poire, moitié cresson, mixé. Oh, c'est extraordinaire. Peut-être une des meilleures soupes que j'ai pu manger. Donc celle-là, la lampsane. Alors, elle n'a pas encore fait ses petites fleurs jaunes. Si je trouve un spécimen, je vous le montre. Donc, pareil, la lampsane, tout est comestible. Enfin, tout. Feuilles et fleurs sont comestibles. Et le goût rappelle le pissenlit. Pissenlit, porcelle, voilà, il y a une petite amertume qui n'est pas vraiment dérangeante. Regardez hein, la forme des feuilles. Voilà, donc un petit peu poilu. La tige aussi est poilue. Voilà, pour la lampsane. Très bon aussi, nous avons le plantain. Alors incontournable. Donc le plantain, voilà, avec son petit arrière-goût un petit peu boisé, champignonneux. Très agréable. Hein. Évidemment, les jeunes feuilles sont toujours préférables. Donc celui-là, c'est le plantain lancéolé. Un petit peu partout. Et ici, celui-là, c'est le plantain majeur. Mais voilà, j'ai pas de corne de cerf visible là dans le coin. Mais tous les plantains sont de très bons comestibles. Voilà, tout ça avec ce petit goût de champignons. Voilà, le plantain a beaucoup d'avantages aussi. Hein. C'est très bon pour apaiser les piqûres de moucherons. Vous froissez les feuilles, vous étalez le jus, ça soulage un peu. Il a un petit côté aussi intéressant contre les rhumes de foin. Donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais voilà, il y a un côté un petit peu antihistaminique. Un antihistaminique naturel et léger hein, voilà, qui est très intéressant. Le mouron blanc. Alors Stellaria media, hein, si je ne me trompe pas, il y a plusieurs types de stellaires. Voilà, pareil, très connu dans les comestibles, mais pourtant je ne la trouve pas pratique à manger. C'est assez coriace. Là, honnêtement, à part le côté richesse en minéraux, un petit peu, je sais plus s'il n'y a pas un peu de protéines, mais mis à part ce côté-là, je lui trouve pas un réel intérêt. Donc la consoude, la grande consoude, ces fleurs-là, c'est l'officinale. Voilà, je la trouve extraordinaire au niveau des couleurs. Les couleurs sont d'une puissance, d'une intensité. Enfin bref, voilà, je ne vais pas tomber en pamoison non plus. Donc la consoude, hein, surtout la grande consoude, il y a plein de variétés. Hein. On parle souvent de la Bocking 14 aussi qui est utilisée au potager. J'ai jamais réussi à en trouver de bouture, donc pour mes purins, c'est celle-là que j'utilise. Et aussi pour faire des beignets.
Alors tout à l'heure, hein, je vous ai dit qu'il fallait pas forcer dessus. La consoude, voilà, c'est très agréable à manger, mais y a des alcaloïdes quand même qui... bon, il n'y a pas assez d'études de fait là-dessus, mais je pense que dans les temps anciens, nos ancêtres ont eu quelques petits tours de cochon à cause des plantes sauvages comestibles. Donc voilà. De temps en temps, vous pouvez vous faire quelques beignets de consoude. Évidemment, ça a ce petit goût de... Ouais, le côté poisson est un petit peu surfait, mais ouais, il y a des notes. Il y a des petites notes. Sinon, voilà, c'est très tendre. Vous pouvez croquer un petit peu les tiges, les feuilles. Voilà. C'est surtout au potager hein, qu'elle va être utile, la consoude. Autre chose ici, qui ne connaît pas la pâquerette. Donc les pâquerettes comestibles. Voilà. C'est assez abondant. Tellement abondant que, évidemment, le seul spot que je veux vous montrer est dépourvu de feuilles. Si je trouve des plus beaux spécimens, je vous les montrerai. Voilà, donc la pâquerette, tout est bon. Il n'y a pas d'amertume, les feuilles sont vraiment exquises. Voilà, quelques petites fleurs en plus hein, dans la salade, c'est un régal pour nourrir l'esprit aussi. Donc les pâquerettes, voilà, on voit un petit peu mieux ici. Je suis tombé sur un beau tapis. Donc voilà, tout ça, il n'y a aucune amertume, c'est délicieux quoi. Une excellente comestible aussi, nous avons la berce. Donc je précise, hein, c'est la berce spondyle. La berce du Caucase, en Bretagne, j'en ai jamais rencontré. Mais bon, il paraît qu'elle commence à arriver en France. Celle-là, il ne faut pas y toucher. Mais la spondyle, vraiment, vous pouvez y aller. C'est une de celles que je préfère. C'est vrai que quand on parle du parfum de mandarine, c'est pas vraiment le goût du fruit de la mandarine. Ce serait plutôt l'écorce. Voilà, il y a plus un parfum peau d'orange, quoi. Mais c'est vraiment très intéressant. Regardez là par exemple, une belle tige. Je vais vous montrer comment je m'y prends pour manger ça. Oh, celle-là est encore mieux. Donc ce qui va nous intéresser, hein, évidemment, c'est toujours les parties tendres. Hop. Voilà. Donc ça, c'est très très bon. Je le déguste tel quel. Les poils qui sont dessus me dérangent pas plus que ça. Vous pouvez l'appeler, hein, comme je vous ai montré pour les ronces ou les chardons et circes. Voilà, donc ça c'est un super bon cas. Donc c'est frais, c'est rafraîchissant. Et le goût est vraiment très agréable. Alors, je me souviens que la toute première fois que j'ai goûté la berce, j'ai pas été plus fan que ça. J'avais trouvé ça un petit peu spécial. Mais on s'y fait très vite et ça devient presque addictif après. Donc autre chose hein, sur la berce, la racine peut être utilisée comme un tonique. Donc voilà, Henri Leclerc l'a vanté comme aphrodisiaque. J'ai entendu pas mal de personnes aussi appeler ça le ginseng breton. Alors c'est vrai que on peut en faire un vin tonifiant pour l'hiver. Ou un petit vin aphrodisiaque, bon, y en a-t-il vraiment besoin? Par contre, la racine a un goût extrêmement puissant. C'est possible que vous ayez du mal à l'assimiler. Hein. Je la classerais dans les aromatiques extrêmement fortes. Voilà, la berce.
Je m'attarde pas trop dessus, hein, parce que c'est une des plantes comestibles les plus connues parmi les ombellifères. Donc vous la voyez, quelques poils sur la tige. Voilà, vous identifiez la forme des feuilles. Et surtout, c'est à l'odorat hein, que, si vous avez peur de vous tromper, à l'odorat, vous sentirez tout de suite ce petit parfum d'agrumes, un petit peu mandarine, quoi. Donc là, sur quelques mètres, hein, il y a vraiment de quoi se faire un petit repas végétal facile. Donc bon, bah, la berce, évidemment, je viens de vous la montrer. Qu'est-ce qu'on a encore ici? De l'ortie. L'ortie, un peu de chardon, la lampsane, le laitron. Alors ici, ce que nous avons, c'est de l'égopode. Alors c'est très bon en légumes feuilles, mais par contre, je vous inciterai pas trop à aller autour, à moins que vous sachiez vraiment ce que vous faites. C'est une ombellifère qui ressemble vraiment à l'Onante safranée. On pourrait très vite se tromper. Donc voilà, je m'attarde pas trop dessus, mais si vous connaissez bien les ombellifères, voilà, l'égopode aussi, hein, c'est très bon légumes feuilles. Qu'est-ce qu'on a encore là? Bah ouais, les pissenlits, la véronique. J'ai encore un petit peu de chardon. Ah, ces chardons-là, hein, c'est très bon. Encore un petit peu de noisettes de terre, du bugle rampant. Et oh, j'allais oublier la prime vert. Donc la prime vert aussi, hein, très bonne comestible. Alors là, la rosette commence à être un petit peu passée. Les feuilles là sont un petit peu dures, mais sur des jeunes pousses, voilà, la prime vert, c'est très très bon. Les fleurs aussi, hein, évidemment, se mangent. Voilà. Donc la prime vert a une petite action fébrifuge aussi hein, pour la partie médicinale. Ouais, une comestible à laquelle on ne pense pas toujours. Nous avons aussi l'achillée millefeuille qui est en train de sortir. Donc l'achillée, voilà, très bonne comestible aussi. Avec un goût frais, très intéressant. Le goût est assez fort aussi. Hein. Donc dans la salade, enfin voilà, vous ne mettrez pas que ça. Il faudra mélanger à autre chose. Donc très intéressant, évidemment, elle est connue pour ses propriétés hémostatiques. Donc c'est-à-dire que vous prenez quelques feuilles comme ça, hein, vous les froissez, vous appliquez enfin, le jus plus la matière froissée sur une plaie et ça va très vite arrêter le saignement. C'est aussi un très bon tonique amer, donc pour renforcer les muqueuses de l'estomac, pour ceux qui ont des petits problèmes voilà, au niveau digestion et surtout de la sphère gastrique, en infusion, c'est très très bon. Donc là on a aussi les trèfles. Alors les fleurs de trèfle se mangent. Par contre, je vous déconseille le trèfle blanc. Il contient pas mal d'acide cyanhydrique, enfin ouais, il y a pas mal de cyanure quoi. Donc bon, vous pouvez en manger un tout petit peu, mais n'abusez pas quoi. Sinon, ce trèfle-là, hein, le trèfle rouge, celui-là, oui, il n'y a pas de souci. Et les fleurs ont même des vertus très intéressantes pour les sportifs, dont je ne fais pas partie. Voilà, ça aide à éliminer plus rapidement l'acide lactique. Donc éviter les courbatures, les muscles qui brûlent, enfin voilà, hein, tous ces trucs-là quand on s'amuse à courir un peu partout, quoi.
Alors ici, c'est la noisette de terre, donc un conopode qui est assez connu aussi. Il y en a deux types de noisettes de terre. Alors j'ai plus les noms en tête. Les deux vous produisent des noisettes assez intéressantes du calibre des souchets tubéreux. Le goût est voilà, vraiment très très bon. Je vous montre en détail les feuilles. Voilà, donc le côté ombellifère c'est pareil. Si vous n'êtes pas sûr de votre goût, vous n'y touchez pas. Mais quand même, bon, on peut difficilement se tromper, j'ai envie de dire. C'est vraiment très rampant. Là, le plant fait peut-être 40-50 cm. C'est assez rare. Donc tous ceux que je vois restent vraiment tapis à 20-30 cm du sol. Alors, l'inconvénient de cette noisette de terre, c'est que si elle pousse dans un sol profond, il va falloir aller la chercher très très loin. Et au niveau rendement calorique, franchement ça vaut pas le coup. Vous allez dépenser beaucoup plus de calories que vous n'en gagnerez pour manger une noisette. Par contre, si par chance elle a poussé sur un sol vraiment damé, compacté, là d'accord, vous pourrez la trouver à une faible profondeur. Là ici, je sais que la terre est meuble, donc je ne vais pas m'amuser à aller la déterrer. Voilà, la noisette de terre. Est-ce que je vais avoir la chance d'en avoir d'autres? Voilà, les beaux spécimens. On va aller chercher tout ça au pied. J'essaie de dégager un petit peu la vue. Là. Ouais, le sol semble profond, c'est pas dit qu'il y ait quelque chose. Non, rien ici. Là non plus. J'ai peut-être un truc ici. Je sais pas si vous le voyez là. Ouais, super. Super, super. Là, il y en a une. L'autre ne doit pas être très loin. Voilà. Calibre très intéressant. Là, ouais, elle fait bien, je dirais 2 cm de diamètre. Donc là, ce que nous avons aussi, c'est de l'épierre. Alors l'épierre des bois. Je trouve qu'il ressemble beaucoup au lamier pourpre. Mais c'est une assez bonne comestible aussi. Vous voyez, les feuilles sont dufteuses. Vraiment de la feuille dufteuse. Voilà, il est très agréable au toucher. Le goût est... il y a un petit goût un peu vireux. Mais bon, dans des potages, les pierres, ça passe assez bien. Voilà,
voilà, donc c'est une bonne comestible aussi, hein. Vous pouvez en manger en quantité raisonnable. Ici, je me trouve devant un mur de renouée du Japon. Voilà, donc une belle envahissante, invasive, mais qui, à sa décharge, est comestible. Donc, ce qui va nous intéresser, donc là c'est un petit peu passé, mais c'est les jeunes pousses, les jeunes feuilles. Voilà, c'est assez tendre, c'est acidulé. Donc voilà, comme la rhubarbe, hein, ça contient pas mal d'acide oxalique. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, ouais, là c'est un petit peu juste en la saison. Mais il m'est arrivé de trouver de l'eau, en fait, à l'intérieur même, hein, des alvéoles de la renouée. Donc c'est bon à savoir si vous faites des treks survie, vous sectionnez la partie haute, et c'est possible que vous ayez la moitié qui soit remplie d'eau. Donc voilà, c'est une bonne source si vous n'avez pas de rivière à côté pour vous hydrater. Et donc sinon, avec les jeunes tiges, il y a moyen de faire des gelées, des confitures. Voilà, on va faire des préparations un petit peu analogues à la rhubarbe ou à l'oseille, hein. Le goût est un petit peu intermédiaire entre rhubarbe et oseille. Un peu de benoîte qui pousse au pied, du gaillet gratteron. Enfin voilà, quand on sait regarder, il y a toujours tout plein de choses. Alors au printemps, c'est aussi le bon moment pour récolter les jeunes pousses de bambou. Donc tous les bambous adaptés en Europe, hein, de toute façon, fournissent des rejets qui sont comestibles. Voilà, on en a un ici. Là, il commence à être un petit peu juste. Ça aussi, hein. Ça en est. Donc, bah, je saurais pas trop vous dire comment le préparer, hein. C'est assez commun. Vous coupez les parties tendres, tout simplement. Vous enlevez la peau autour. Il vous reste une sorte de cœur de palmier, quoi. Soit que vous mangez comme ça, tel quel, soit que vous préparez. Voilà, en faisant mariner dans quelque chose. Ou sauter à la poêle. Enfin, il y a mille et une manières de faire les pousses de bambou. Voilà, d'ailleurs, le bambou, c'est très intéressant pour plein de choses, hein, au jardin. Aussi, quand on parle de plantes sauvages comestibles, faut pas s'imaginer que tout est au ras du sol. Les arbres aussi nous apportent une ressource précieuse. Donc ici, hein, c'est un tilleul. Les jeunes feuilles du tilleul sont très tendres, très bonnes à manger. La plupart des arbres, de toute façon, offrent des feuilles tendres. Voilà, c'est toujours pareil, c'est au printemps. Voilà, quand il n'y a pas encore trop de chlorophylle, qu'elles n'ont pas encore trop durci. Donc les feuilles de tilleul, de noisetier, de bouleau, de hêtre, enfin quoique le hêtre c'est un peu raide, mais l'aubépine, enfin voilà, plein de jeunes pousses, hein, vous pouvez les manger. À l'exception faite évidemment de certains arbres ornementaux qui sont toxiques. Mais voilà, vous les trouverez dans des jardins botaniques, pas spécialement dans la nature endémique. Donc le noisetier. Alors souvent quand on pense noisetier, on associe tout de suite noisette, mais les chatons aussi sont comestibles. Alors c'est très astringent, donc je vous conseille soit de les tremper dans du miel ou une solution un petit peu sucrée. Mais voilà, c'est une très bonne nourriture de survie aussi. De même que les jeunes feuilles, hein. Tout ce qui est jeune pousse, d'une manière générale, vous pouvez manger. Autant celle du frêne que du bouleau, voilà, du noisetier, de l'orme, enfin, il y en a énormément. Alors les lichens aussi sont quelque chose de très intéressant.
Je pense que je ferai sûrement une vidéo dédiée pour les lichens. Je m'aperçois il y a pas mal de confusion là-dessus, il y a assez peu de choses qui sont dites. On parle toujours des principaux lichens, hein, mais voilà, il y en a énormément qui sont comestibles. Alors par contre, il faut les faire bouillir, hein. Ça, il y a pas photo. Sinon, c'est extrêmement amer, un peu coriace. Ça peut même vous perturber le transit, quoi. Donc ici, voilà, sur les mêmes branches, il peut y en avoir plusieurs espèces. Alors ici, je pense que c'est plutôt des Ramalina, voilà, qui sont... c'est pas extrêmement nutritif, hein, mais ça peut aider à calmer un petit peu la faim si vous êtes mal pris. Les Ramalina, celui-là, j'ai oublié son nom, mais il est comestible aussi. Alors là, celui-là, je crois que c'est un pseudo-Evernia. Donc c'est pas l'Evernia prunasti, hein, dont tout le monde parle. Quoique, j'ai regardé sur l'arrière. Ouais, c'est pas flagrant là, il est un petit peu sec. Celui-là, peut-être que c'était un prunasti. Mais en tout cas, si c'est un pseudo-Evernia, vous pouvez aussi le manger. Euh, et les pseudo-Evernia, les usnés, enfin, ont des vertus antibiotiques très intéressantes. Voilà. Donc, comme toute chose, ne forcez pas les doses. La laitue vireuse. Alors, j'ai déjà fait une vidéo, hein, dessus, qui était plutôt centrée sur l'extraction du lactucarium et de ses propriétés après floraison. Mais il se trouve que c'est une laitue. Donc, avant floraison, il n'y a pas de principe désagréable qui vont venir nous endormir. Il n'y a aucune raison de ne pas la manger. Moi, je la considère comme une comestible. À ce stade, hein, les feuilles tendres, je les mange en salade. Le goût est assez similaire au pissenlit, hein. C'est pas si amer que ça, faut pas croire. Donc voilà, la laitue vireuse. On peut pas trop se tromper, hein, vis-à-vis des autres. Regardez, elle a ses petits poils quand même sur la tige et sur la nervure centrale. Bon, là, c'est des sujets très sains biologiques. Évidemment, n'allez pas manger une plante que vous allez récolter sur un bord de route ou dans une zone industrielle. Donc oui, quand je veux vous parler de la réalité des choses sur les plantes sauvages comestibles, c'est pas pour vous dissuader ou vous encourager, ça n'a rien à voir. Juste poser un fait, c'est que vous allez très bien vous nourrir dans la nature, on va dire, pendant 2 ou 3 mois dans l'année. Et le problème, c'est que dès le mois de juin, on commence à plus trouver grand-chose. Ou alors c'est devenu coriace, ou alors il faut aller marcher loin, changer de terroir pour avoir d'autres types de plantes. Voilà, ça c'est une chose qu'il faut vraiment savoir. Si vous pensez que toute l'année vous allez pouvoir manger des plantes sauvages, ça va être compliqué. Rendez-vous compte, l'hiver, il n'y a plus rien, quoi. Il faut avoir fait ses réserves avant. Alors dans ce cas, il existe bien des solutions, hein. Il faut préparer des conserves, enfin c'est toute une organisation, quoi. Mais ça se fait, hein. Ça se fait, il n'y a pas de problème. Autre chose, donc quand vous partez en trek, c'est-à-dire vous allez survivre uniquement avec ce que vous trouvez sur votre chemin, ben c'est pareil. Tout le monde croit que l'été c'est magnifique. En fait, moi, de toutes les fois où j'ai fait des treks, juin, juillet, août, septembre, ça a été les pires mois, hein. Je gère sans rien manger, quoi. Enfin, sans rien manger. Voilà. Je m'entends très peu de choses, quelques orties, quelques feuilles, des insectes, enfin voilà, mais c'est vraiment pas viable. Voilà, que vous dire d'autre? Donc dernier point, est-ce qu'on peut tous le faire?
C'est-à-dire, est-ce que si 7 milliards de personnes décident du jour au lendemain de se dire « Ah bah tiens, on va se nourrir de ce qu'on trouve dans la nature », est-ce que ça va le faire? Alors clairement, dit comme ça, non, ça va pas le faire. Il n'y a plus assez de forêt pour que chaque humain puisse s'en sortir. Mais vous allez dire, tiens, il va virer vers un truc pessimiste. Non, pas du tout. En fait, ça ne correspond pas à tout le monde, ce mode de vie. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Il y aura toujours des gens amoureux de la nature, des gens amoureux des villes, qui pourront certainement pas manger un légume cru. Donc, voilà, ça fait la richesse de l'humanité, sa diversité. Et c'est grâce à ça que tout le monde va pouvoir s'en sortir quelque part. Voilà. Il s'agit juste de respecter les choix de chacun, de ne pas aller se créer de faux désirs. Voilà, c'est-à-dire que c'est vrai que si vous êtes en ville, ça peut faire rêver de se nourrir de plantes sauvages. Mais la plupart des gens que je connais n'ont pas tenu très longtemps à le faire. En général, c'est une lubie passagère. Ouah, super, je vais m'alimenter, je vais jouer à Tarzan. Tout le reste de ma vie, non, au bout de 2 semaines, il y a un petit retour en arrière qui se fait, quoi. Voilà. Eh ben, merci de m'avoir écouté jusque-là. Et à la prochaine vidéo.